Il y a un vieux rêve qui nous anime un peu tous, c'est d'essayer tous, essayons de comprendre ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans nos cerveaux. Ce vieux rêve, c'est celui qui a été évoqué aussi tout à l'heure et aussi pendant la conversation, c'est est-ce qu'il se passe la même chose finalement? Quel est le lien entre acteur et spectateur? Et ce vieux rêve qui consisterait à dire que finalement, c'est un peu la même chose qui se passe. On est un peu dans un espace de co-création. Ça a été expérimenté plein de fois en musique, on parle de ça désormais en danse, et puis c'est un peu la question que je voudrais aujourd'hui aborder sur la question de la conversation. C'est une question qui est très particulière. On étudie la question du langage, mais le langage dans une conversation, et avec cette idée qui est nouvelle dans le sens, enfin nouvelle dans les différents domaines scientifiques que nous abordons à la fois en linguistique, en informatique, mais également en neurosciences, cette idée que pendant une conversation, jusqu'à présent, nous pensions que voilà, nous avons deux acteurs dans une conversation, mettons une diade, nous avons deux acteurs, un locuteur, un interlocuteur, celui qui parle, celui qui écoute, et toutes les théories linguistiques et toutes les théories en neurolinguistique essayaient de comprendre ce qui se passait dans le cerveau du locuteur, ce qui se passait dans le cerveau de l'interlocuteur avec ses rôles alternés et avec finalement des mouvements alternés. On part, là j'ai reproduit ici dans un schéma très très classique, vous ne voyez sans doute pas, mais très classique en linguistique, où on part du son, on va jusqu'au sens, et toutes les théories linguistiques, Chomsky en particulier, mais toutes les théories linguistiques nous expliquent comment on passe étape après étape, pas à pas, du son au sens, dans une démarche ascendante, et du sens au son pour le locuteur, celui qui planifie la parole, dans une démarche descendante. Ce qu'on observe dans une conversation, finalement, il y a beaucoup de phénomènes qui nous montrent que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et ce qui se passe dans une conversation, ce qu'on n'est pas tout à fait capable d'expliquer aujourd'hui, c'est cet espace de co-création que j'évoquais tout à l'heure, ou dans le sens que le locuteur et l'interlocuteur font un peu la même chose. Pas totalement, mais font un peu la même chose. Et ce qui se passe dans les cerveaux des deux participants à cette diade, à cette interaction, eh bien c'est la même chose. On a des traces qui sont très surprenantes, toute une série de phénomènes, d'observations que nous pouvons faire, à la fois au niveau comportemental, mais également au niveau cérébral, une série d'observations qui vont nous avancer dans cette direction-là. La première observation qu'on a, c'est le traitement de la parole est quelque chose d'extrêmement... je suis extrêmement bavard et je n'ai pas mis mon chronomètre, alors s'il vous plaît, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Hein, on a 3-5 mots par seconde pour quelqu'un qui parle très vite comme moi, et encore j'essaie de contrôler. On peut parler de façon extrêmement rapide. Et toutes les manips qu'on fait en neurosciences montrent que le traitement d'un mot peut prendre, les effets du traitement d'un mot, de l'intégration d'un mot, peuvent prendre jusqu'à 1 seconde. Donc il y a quelque chose de contradictoire là-dedans, dans la prédiction qu'on fait dans les modèles en neurolinguistique et dans l'observation qu'on fait dans les conversations et dans toutes sortes d'interactions où il y a des phénomènes qui sont à l'œuvre et qui montrent qu'on a un traitement non seulement rapide, mais extrêmement robuste dans un environnement bruité, avec des difficultés de compréhension, dans un environnement également multilingue, par exemple. Donc on est capable d'avoir ce traitement rapide, efficace et robuste. Comment cela se fait-il? Si on avait vraiment cette double interaction, la planification pour le locuteur et la compréhension pour l'interlocuteur, eh bien on n'expliquerait pas ces phénomènes-là. Ces phénomènes-là, je parlais d'observation de faits, pendant une conversation, tous ceux qui travaillent, tous les linguistes qui travaillent sur la conversation, il y en a quelques-uns dans cette salle, savent qu'on a peu à peu, on parle de la même façon. On appelle ça un phénomène d'alignement où les locuteurs, les deux participants, parlent de la même façon. On va voir un petit peu plus précisément de ce dont il s'agit, ça c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'au niveau cérébral, on a plein de manips qui nous montrent que dans une interaction en général, on a des phénomènes de synchronisation. Nos cerveaux, peu à peu, font également la même chose. Alors, ça a déjà été évoqué par Adrien et par Patrick avant moi, on a dans cette... j'arrive pas à passer. Là, je sais pas ce que... Je suis coincé là-dedans. Voilà.
on a parlé, Patrick a parlé des neurones miroirs. Je ne m'étends pas là-dessus. Les neurones miroirs, ça a été évoqué. C'est cette idée qu'en observant quelque chose, lorsqu'un un individu observe un geste produit par quelqu'un d'autre, eh bien, il se passe un petit peu la même chose dans le cerveau de celui qui observe par rapport à celui qui fait le geste. C'est également ce qu'on observe d'un certain point de vue lorsque nous parlons en utilisant des verbes d'action. Ce qu'on sait, c'est que la production d'un verbe d'action active en même temps les zones cérébrales qui sont liées aux aspects moteurs de ce verbe d'action. Lorsqu'on dit frapper, lorsqu'on dit marteler, eh bien dans le cerveau, il y a les zones motrices qui correspondent à ce verbe d'action qui sont là. Donc ça explique un petit peu en quelque sorte la question que posait Adrien tout à l'heure sur cette relation entre gestes et paroles. C'est quelque chose qu'on observe depuis longtemps au niveau cérébral. Alors, les premiers points, au niveau linguistique, dans la description de ce qui se passe dans une interaction. J'ai parlé tout à l'heure de phénomènes d'alignement, et il y a toutes sortes de théories, en particulier une théorie qui est développée par Martin Pickering et collègues depuis longtemps, qui est cette idée que pendant une interaction, les interlocuteurs s'alignent progressivement. Ce qu'ils alignent, c'est leur représentation. Les représentations à tous les niveaux, on part du niveau le plus bas, les représentations phonétiques, mais également les représentations lexicales, syntaxiques et sémantiques, jusqu'à construire ce que Pickering appelle le situation model, c'est-à-dire la représentation qu'on se fait de la connaissance du monde à un instant donné pendant une conversation. Et c'est l'alignement de ces représentations phonétiques, prosodiques, syntaxiques, sémantiques qui permet la compréhension. Qu'est-ce que c'est que la compréhension? C'est l'alignement des deux modèles de situation, des deux situation models, des deux participants. Donc ces phénomènes-là, on les retrouve de façon assez systématique. On a plein d'expériences qui sont faites alors de partout, et là je parle dans la configuration locale. Donc mon labo est à Aix-en-Provence, mais nous avons créé également avec quelques-uns dans cette salle un outil qui est merveilleux qui s'appelle the Institute of Language Communication and the Brain, qui est un institut qui fédère 10 laboratoires de recherche en linguistique, en psycho, en neurosciences, en informatique, et nous travaillons ensemble sur l'idée d'essayer de comprendre ce qui se passe précisément dans quelles sont les bases cérébrales du langage et de la communication, et de comprendre ce qui se passe dans des situations aussi naturelles que possible, de sortir de nos laboratoires pour comprendre ça. Ce qu'on a fait comme manip, ça, l'image, je l'ai prise à un collègue de Grenoble, mais nous avons répliqué les mêmes manips ici, en tout cas à Marseille, c'est l'observation qu'au niveau phonétique, c'est-à-dire comment nous prononçons les mots, pendant une conversation, peu à peu, nous prononçons, les phonèmes vont s'aligner, c'est-à-dire l'espace de réalisation des phonèmes des deux interlocuteurs s'aligne. Donc je n'entre pas dans les détails, mais ce qu'on constate, c'est au niveau prosodique, l'intonation, le rythme, la hauteur de voix, ça c'est aussi quelque chose qu'on observe depuis très longtemps. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré ces phénomènes d'alignement. Un peu plus surprenant, il y a des phénomènes d'alignement au niveau syntaxique. Selon qu'on utilise plus de structures passives, par exemple, ou plus de structures actives, il y a eu un article magnifique il y a quelques années déjà qui montre qu'en anglais, les structures dites transitives sont des structures un peu particulières qui sont plus ou moins fréquentes. Il y a un alignement syntaxique, c'est-à-dire que les participants, peu à peu, utilisent les mêmes structure syntaxique, et on a des traces de cet alignement syntaxique, y compris chez l'enfant, dans le développement de l'enfant. Alors je vous renvoie, j'ai donné les références de ces publications, je renvoie à ces travaux-là qui montrent comment, au fur et à mesure du développement, les enfants s'alignent dans les structures syntaxiques avec leur environnement et leurs parents en particulier. Donc alignement prosodique, alignement syntaxique, alignement à tous les niveaux, ça c'est ce qu'on observe au niveau linguistique. Ce qu'on observe au niveau cérébral, c'est finalement un petit peu la même chose. Ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que lorsque un auditeur écoute quelqu'un parler, il y a une synchronisation des ondes cérébrales de celui qui écoute à l'enveloppe spectrale de celui qui parle. C'est quand même quelque chose d'assez... Alors tous les collègues qui travaillent sur la musique, sur le rythme, savent ça depuis bien longtemps. C'est l'enveloppe spectrale, c'est-à-dire en gros ce qui se passe lorsque je prononce quelque chose, vous savez, on peut transformer ça en ondes, eh bien on peut trouver des corrélations entre cette
enveloppe là et ce qui se passe au niveau cérébral. On a des phénomènes de synchronisation, y compris au niveau, dans les structures syntaxiques, au niveau prosodique, au niveau syllabique. J'ai parlé tout à l'heure de rythme, et on a plein de travaux qui montrent qu'il y a ces phénomènes de synchronisation. On a des travaux qui sont plus récents, qui montrent que ces phénomènes de synchronisation, on est capable de trouver des synchronisateurs, en quelque sorte des prédicteurs, aux autres niveaux syntaxiques, aux autres niveaux linguistiques, au niveau lexical et au niveau syntaxique, mais également au niveau sémantique. On est capable de trouver, bon, je n'entre pas dans les détails, je n'ai pas le temps, mais de transformer un peu, en quelque sorte, en courbe prédictive ces synchronisateurs. On prend les structures, la difficulté d'intégration d'un mot, on prend la difficulté d'intégration syntaxique ou sémantique, on transforme ça en courbe et on essaie de trouver les corrélations, exactement comme pour l'enveloppe spectrale, entre ce qui se passe au niveau linguistique, avec tous les prédicteurs linguistiques, et ce qui se passe au niveau cérébral. Et on trouve ces corrélations. Ce qui veut dire que lorsqu'on écoute, lorsqu'on entend quelqu'un parler, eh bien, notre cerveau, celui de l'auditeur, se synchronise. On a des traces, des phénomènes qui montrent que, en gros, faire la même chose, c'est évidemment éminemment réducteur et simplificateur, mais en gros, il se passe des phénomènes qui sont extrêmement comparables. Pourquoi alors, j'ai à nouveau raté ce... Voilà. La question qui nous permet, un des phénomènes qui nous permet d'expliquer tout cela, c'est la question de la prédiction. Ça a été évoqué tout à l'heure. On est capable de prédire tout ce qu'on fait, à la fois au niveau langagier, mais également d'une façon générale. Tout ce qu'on fait est éminemment prédictible. Et le cerveau est un organe qui est construit pour ça, pour faire des prédictions en permanence. Il y a une théorie qui s'appelle le predictive coding, qui est largement répandue en neurosciences, et qui explique justement ces phénomènes-là. Cette théorie-là nous explique le fait que lorsqu'on a un stimulus, on a toujours une prédiction sur le stimulus qui va se produire. On sait ce qui va se produire. La conférence de Patrick tout à l'heure, avec ces phénomènes proprioceptifs, nous montre qu'on fait des prédictions. Mais on fait des prédictions sur ce qui se passe derrière nous, visuellement. On fait des prédictions sur ce qui se passe dans ce que moi je vais dire. Alors, ça se passe de façon plus ou moins importante, mais dans une conversation, encore une fois, je vous rappelle que c'est le cadre qu'on étudie ici, dans une conversation, ce qu'on dit est extrêmement prédictible. Et c'est la base d'ailleurs, je vais en dire deux mots, c'est la base du succès de l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout ça est basé sur des phénomènes de prédiction. Et ça explique en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, le fait qu'on puisse se comprendre et on puisse aligner nos représentations à tous les niveaux. Toutes les informations, je reviens au niveau linguistique, toutes les informations sont prédictibles. On est capable de prédire, en fonction du contexte, des informations phonétiques, prosodiques, lexicales, syntaxiques, sémantiques. Tout est prédictible. Tout est prédictible. Là, je donne un exemple qui est tiré des modèles de langue qu'on utilise aujourd'hui dans les théories. Je vais y revenir. Tout est prédictible, et y compris au niveau du discours. Il y a des travaux extrêmement intéressants qui montrent que pendant une conversation, 800 millisecondes avant la fin du tour de parole de celui qui parle, il se passe quelque chose de particulier dans le cerveau de l'interlocuteur. Il y a alors on appelle ça une désynchronisation. Il y a une baisse particulière, il y a un phénomène particulier dans les ondes, dans la bande alpha pour ceux qui sont intéressés. Il y a une baisse de 800 millisecondes avant qui montre qu'il y a une préparation du tour de parole. Ça veut dire qu'on a prédit la fin du tour de parole et on prépare la prise du tour de parole. Ça, c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant. Ça montre que cette prédiction-là, elle concerne absolument tous les niveaux. Elle ne concerne pas seulement la prédiction des mots qui vont suivre, la prédiction des concepts et du sens qui va se produire, mais également la prédiction de l'organisation de la structure du discours. Cette prédiction-là, il y a de plus en plus de travaux, c'est assez récent, mais ça commence à se répandre à une vitesse très très rapide. Ça fait 5-6 ans que ces travaux sont désormais déployés, 5-6 ans, peut-être même 7 ans pour les premiers, qui consistent à essayer de prendre, vous avez tous entendu parler des modèles de langue. Les modèles de langue sont, enfin non, peut-être pas tous, les modèles de langue sont le cœur de l'intelligence artificielle, et de ce qu'on fait ChatGPT, par exemple, tous ces outils-là sont basés sur ce qu'on appelle des modèles de langue. Les modèles de langue, ce sont simplement ces algorithmes qui nous ont permis d'accumuler, de traiter des milliards et des milliards de données, et qui nous permettent de faire ces prédictions, et qui nous permettent de faire des prédictions, qui permettent aux machines de faire des prédictions de façon systématique et à tous les niveaux, et qui sont extrêmement
efficace. Et ce qu'on constate, c'est ce qu'on a fait, il y a de plus en plus de travaux qui font ça, qui montrent la corrélation de la prédiction qui est faite par un réseau de neurones artificiels avec ce qui se passe au niveau cérébral. C'est-à-dire qu'on fait des prédictions, je vais parler de courbes tout à l'heure, on peut transformer ça en courbes, ces prédictions-là, on regarde la courbe du signal cérébral et on cherche des corrélations entre les deux. Et ce qu'on montre, c'est que les prédictions qui sont faites par ces modèles de langue bien corrèlent très très bien avec ce qui se passe au niveau cérébral. Là, je mets ici une animation des travaux d'un collègue que beaucoup d'entre vous connaissent, Jean-Rémy King, et ses collègues. Jean-Rémy montre qu'il y a un mapping entre les modèles de langue, c'est-à-dire à gauche, ces réseaux de neurones artificiels organisés en différentes couches, et ce qui se passe dans le cerveau. On est capable de faire un mapping, c'est-à-dire une projection entre les deux, et ça, c'est des travaux qui sont absolument passionnants, fascinants, qui posent beaucoup de questions, qui interpellent beaucoup en particulier dans le sens où ce qu'on prédit, les modèles de langue qu'on prédit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement efficace. Vous avez sans doute tous utilisé ChatGPT ou ce type d'outils. C'est absolument fascinant ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en IA, mais ce qu'on est surtout capable de faire, c'est reproduire ce qu'on a appris. D'accord ? Donc on ne peut pas résumer l'activité cérébrale à ce qui se passe dans les modèles de langue, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour autant, on est capable d'utiliser ces outils-là pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau et réciproquement de mieux comprendre ce qui se passe dans nos réseaux de neurones. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe ? J'ai parlé de prédiction, et cette prédiction-là, c'est ce qui fait le cœur d'une approche qui explique le fait qu'on peut produire en parlant parce qu'on prédit. Et ce que font les deux participants à une conversation, à une interaction, c'est exactement ça. Nous prédisons sans cesse ce que va dire ou ce que va faire l'autre, au point que ce que nous observons, on n'est pas encore capable de le montrer, c'est le fait que finalement, une conversation, c'est la production d'un objet unique, d'un objet qui a été coproduit par deux intervenants et qui finalement, pendant une conversation, le rôle de chaque intervenant importe finalement assez peu, puisque dans le cerveau de celui qui écoute se passe la même chose que dans le cerveau de celui qui parle. S'il se passe la même chose, ça veut dire que les rôles sont interchangeables. Et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'avoir des modèles prédictifs. Est-ce qu'on prédit mieux les choses en prenant la conversation comme un système unique, peu importe de qui parle, comme un système unique, et les premiers résultats que nous avons montrent que c'est effectivement beaucoup plus... On a une efficacité bien supérieure en termes de corrélation avec l'activité cérébrale lorsqu'on étudie le système conversationnel comme un système unique, finalement, peu importe. Alors c'est à la fois fascinant, mais c'est à la fois un petit peu inquiétant. Les participants font la même chose, je conclus là-dessus. Les participants font la même chose parce que tout ce que nous faisons pendant une conversation est extrêmement prédictible. Et pourquoi ? Parce que nous disons toujours la même chose, nous faisons toujours la même chose, notre comportement est extrêmement prédictible. Ça fait écho à ce que disait Thiago Rodriguez hier, cette notion de tranquillité. Nous sommes face à un drame, nous savons ce qui va se passer, et nous pouvons prendre du recul et mieux interpréter, comprendre ce qui se passe grâce à cette tranquillité. Cette tranquillité, c'est ce que j'appelle moi des phénomènes de facilitation pendant une interaction, pendant une conversation. On a cette tranquillité, pourquoi ? Parce que nous sommes capables de prédire ce que fait l'autre. Alors ça ne veut pas dire prédire exactement le mot précis avec la façon dont il va être prononcé, etc. Mais quand même, la prédiction de ce que va dire l'autre est au cœur de ce système-là. Ça fait écho à cette notion de, je reviens au premier transparent, à cette notion de neurone miroir où on a appelé ça quelque part la zone de l'empathie. Mais c'est exactement ce dont il s'agit ici. C'est les deux participants à une conversation sont dans une construction de ce que Claire Blanche Benveniste, qui est une grande linguiste et spécialiste de la langue parlée, disait. Elle disait, finalement, dialoguer, on ne sait pas très bien si ça sert à faire quelque chose, si ça sert à communiquer. Le langage, on ne sait pas très bien si ça sert à communiquer. En revanche, ça sert à une chose, c'est à penser ensemble. Et je pense que c'est exactement ce dont il s'agit pendant une conversation. Penser ensemble, construire ensemble l'objet qu'on est en train de produire grâce à ces phénomènes de prédiction qui expliquent le fait
qu'on ait, encore une fois, nos cerveaux font la même chose. Alors, juste une petite précaution scientifique à la fin. Aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment capables d'étudier expérimentalement ce qui se passe dans les cerveaux pendant une conversation, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes méthodologiques, mais sur lesquels nous travaillons, notamment dans le cadre de l'institut auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.